Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Major Glaces. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouvel épisode, ce deuxième épisode de notre nouvelle série qui s'appelle « À la découverte de la marine ». Déjà, bonjour à tous. Je vois que vous utilisez déjà tous le chat pour nous dire bonjour. Donc, ravie de vous voir très nombreux ce soir. C'est un vrai plaisir pour nous de vous accueillir. Vous savez qu'il y a 15 jours, du coup, on a lancé cette nouvelle série de 16 épisodes à venir qui s'appelle « À la découverte de la marine ». Et l'idée, c'est de vous faire découvrir un métier différent de la marine nationale à chaque épisode. On a commencé un petit peu en fanfare avec Amandine, qui était officier sous contrat ingénieur mécanicien et qui a su vous partager son métier. On a eu beaucoup de retours hyper positifs, donc du coup, on continue. Là, ce soir, on va changer un petit peu d'univers. Avant de vous présenter notre invité qui va bientôt me rejoindre sur scène, je voulais vous donner quelques règles. Donc, je vois que vous avez tous compris comment fonctionnait le chat, ça c'est super. Vous voyez qu'à côté du chat, il y a un onglet « Questions ». Moi, je vais échanger avec Alexandre, notre invité, pendant à peu près 40 minutes. Et sur les 20 dernières minutes, on prendra vos questions. Donc, je vous invite à utiliser l'onglet questions tout au long de cet épisode pour aller écrire vos questions. Vous pouvez aussi, entre vous, voter pour faire ressortir les questions qui sont les plus intéressantes. Il y a 4 sujets, parce que le point qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de bien comprendre le métier d'Alexandre. Donc, il y a 4 sujets qui vont en ressortir. Son parcours, sa formation, l'univers de la marine nationale et éventuellement des questions en lien avec le recrutement. Donc, je vous invite à poser les questions sur ces 4 sujets dans l'onglet questions, à aller voter pour faire ressortir les questions qui vous intéressent le plus, parce que malheureusement, comme toujours, je n'arriverai pas à prendre 100% des questions que vous aurez. Et donc, du coup, c'est le moyen de faire ressortir les questions et que je puisse être sûre de poser celles qui vous intéressent le plus. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose de différent. On va vous parler du cyber. Je ne sais pas si vous savez, mais sur cette période 2019-2025, le ministère des Armées a prévu de recruter 1100 cybercombattants sur l'ensemble des armées. Donc, c'est la spécialité la plus importante en matière de création de postes sur 5 ans. Et ça devient un vrai domaine de lutte à part entière aux côtés des autres forces de la marine comme la surface, l'environnement sous-marin, etc. Et donc, en termes d'environnement, la marine a vraiment l'avantage d'exercer le métier de cyber sur des systèmes de combat connectés très complexes, très modernes et divers. Et donc, du coup, c'est cet univers-là qu'on va vous faire découvrir ce soir grâce à Alexandre qui va bientôt venir me rejoindre. Alexandre, il est officier cyberdéfense sous contrat. Et d'ailleurs, vous savez que la marine va recruter, alors tout marin confondu, de matelot à officier, 120 marins sur le domaine de l'informatique cette année. Et donc, 9 personnes qui font le même poste qu'Alexandre, qui est notre invité du jour. Et donc, sans plus tarder, parce que je suis sûre que vous avez plein d'attentes par rapport à ça, je vais proposer à Alexandre de me rejoindre sur scène pour se présenter et vous parler un petit peu de son métier. Bonjour Alexandre. Salut Émilie, bonjour à tous. Tu vas bien? Ça va, merci. Alors, il y a une nouvelle coutume dans cet épisode. Ça commence en fait par la carte d'identité du marin qui nous rejoint. Donc, j'ai quelques petites questions à te poser et sur lesquelles je te demande de me répondre assez rapidement. D'abord, ton grade, Alexandre. Alors, je suis enseigne de vaisseau de première classe. Donc, tu vois, il y a 2 galons là. Et donc, l'appellation, c'est lieutenant. D'accord. Normalement, je devrais t'appeler lieutenant, mais je vais continuer à t'appeler Alexandre. Ça te va? Ouais, ça me va. On est entre nous, parfait. Génial. Quel âge as-tu, Alexandre? J'ai 27 ans. D'accord. Et j'entends un petit accent du Sud. Tu es originaire d'où? Ouais, effectivement, je suis originaire du Sud-Est. J'ai fait la plupart de mes études, de ma vie là-bas. Et puis après, je suis parti en le Nord à Troyes, à l'Université de technologie de Troyes, faire ma spécialisation cyber. Puis je suis retourné travailler dans le Sud-Ouest avant de revenir ici. Voilà. Ok, top. On va pouvoir revenir un petit peu sur ces sujets après. Tu es dans la marine depuis quand? Alors, je suis rentré en 2017. C'était au travers de la réserve. Et puis, un an après, 2018, je me suis engagé dans l'active. Super. On va pouvoir parler de ces 2 sujets-là aussi. Ce serait quoi ton meilleur souvenir dans la marine?
Alors, je pense que c'est la toute première fois que j'ai embarqué. Voilà, c'est la première fois que j'ai embarqué. C'est les levées, les couchers de soleil que tu peux voir quand tu es au large. Là, tu nous fais rêver, hein. Tu nous vends du rêve. Ta meilleure expérience en équipage? Alors, cette fois-ci, ça va plutôt être à terre. C'était en 2019 lors de Lock Shields, l'exercice Lock Shields. C'était la victoire de l'équipe cyber française, notre première victoire à cet exercice OTAN. D'accord, on va aussi revenir sur cette expérience qui est assez incroyable, que j'ai eu la chance d'avoir un petit peu en avant-première et que j'ai vraiment envie de faire partager aux étudiants qui sont avec nous. C'est quoi le plus gros challenge auquel tu as dû faire face? Alors, en fait, j'y ai fait face, mais au quotidien, c'est un peu encore le même. C'est en fait, quand tu rentres dans les armées en tant qu'officier, tu rentres jeune, tu vas petit à petit être amené à avoir des responsabilités et à faire du commandement, du management. Donc, tu te retrouves dans une équipe avec des gens qui sont plus âgés que toi, qui ont beaucoup plus d'expérience que toi, et pour autant, ils sont moins gradés. Donc, il va falloir que tu trouves le moyen de t'imposer en tant qu'officier, mais tout en restant humble et savoir que tu n'as pas toutes les compétences. Eux en savent beaucoup plus que toi. Challenge hyper intéressant. Est-ce que tu as un livre ou un film préféré qui t'a inspiré pour devenir marin? Ouais, alors... Écoute, pour cette question, il va falloir que je fasse appel à un joker parce que je n'ai pas de réponse. T'as pas de réponse. Bon, allez, je suis sympa, je t'accorde un joker. En revanche, je le dis par avance aux 15 autres marins qui vont suivre derrière. Tu as pris le joker pour tout le monde, donc j'accepterai plus qu'on ne réponde pas à cette question pour la suite. Très clair. Merci pour ça. Du coup, si on rentre un petit peu dans ton parcours, moi, ce qui va intéresser un petit peu les jeunes, c'est de comprendre qui tu étais avant la marine et comment tu es arrivé là, à ton poste aujourd'hui. On m'a parlé des bancs de la fac de médecine. Ouais. Alors, si tu veux, après mon bac S, je suis parti en médecine. J'ai fait une année. Ça a été ça n'a pas été une réussite. Hein. Je suis pas dans la médecine aujourd'hui. Néanmoins, pendant cette année, à un moment, c'est là où j'ai commencé à avoir une réflexion sur l'armée, à ce que je pourrais apporter, voilà, à la France, etc. Du coup, j'ai eu une première approche avec le domaine militaire, le milieu militaire au travers de la gendarmerie, c'était au travers de la réserve. Et c'est comme ça que j'ai eu le premier pas dans le milieu militaire et que petit à petit, j'ai continué jusqu'à arriver aujourd'hui au sein de la marine. Mais si tu veux, le lien avec la médecine, c'est que j'étais sur les bancs de l'amphi, j'avais le temps de réfléchir. Vu que je ne comprenais pas grand-chose de toute façon, et ben voilà. Ok, tu nous parles un peu de ton cheminement et de ces premiers pas dans la marine, mais qui étaient du coup dans la réserve. Alors, c'est quoi la réserve et comment on devient réserviste? Alors, la réserve, peu importe l'armée, hein, ça va être un moyen de concilier sa vie, on va dire, civile, d'un côté, que tu sois étudiant, salarié, et sous forme donc c'est contractualisé, hein, et d'un autre côté, pouvoir travailler dans le milieu militaire. Peu importe le grade dans lequel tu entres, peu importe l'armée, voilà, tu es employé pour une tâche ou une spécialité à laquelle tu appartiens. Donc, comment tu entres dans la réserve? Dans tous les cas, je suis passé par un bureau de recrutement. En amont, j'avais repéré, donc là je parlais pour la marine, j'avais repéré sur êtremarin.fr les postes, la fiche de poste qui parlait de la réserve. Je ne connaissais pas plus que ça. D'accord. Donc, j'ai postulé, j'ai été rappelé par le CIRFA et là j'ai les explications et c'est enchaîné un processus pour intégrer la réserve. Ok, une fois que tu as intégré la réserve, tu as fait quoi concrètement? Alors, j'ai suivi, pour ma part, dans la marine, c'était en 2017. J'étais salarié à côté et pendant une année, en fait, donc c'était la préparation militaire supérieure état-major de la marine, j'ai suivi une année de formation, une année où tu vas apprendre les rudiments militaires, tout ce qui va être donc l'ordre serré, marcher, des cours un peu plus théoriques de l'amphithéâtre. Et on a eu des cursus bloqués, un cursus d'aguerrissement et un cursus plus à Toulon, base navale de Toulon, pour être au contact, à la proximité des équipages et des bâtiments de combat. Ok. Voilà. Et durant cette année de formation, j'ai décidé de directement franchir le pas et puis d'initier en parallèle une candidature d'officier d'active. D'accord. Donc, en fait, tu es rentré dans la réserve, tu as fait ta formation et là, tu t'es dit, en fait, je ne veux pas simplement être réserviste à côté d'un job à côté, j'ai envie de rentrer vraiment pleinement dans la marine. Et donc là, tu as refait un processus de recrutement pour devenir officier sous contrat spécialisé dans la marine nationale.
Ouais, tout à fait. En fait, ma formation de réserviste n'était même pas terminée, que de toute façon, j'avais déjà postulé sur la fiche de poste là, dans laquelle je suis aujourd'hui, toujours sur êtremarin.fr. Voilà. D'accord. Donc, dans cette idée de passer de la fac de médecine à la marine, tu as entre-temps fait des études en informatique? Tout à fait. Donc, suite à mon année de médecine, je me suis réorienté, non pas dans un domaine aléatoire qu'est l'informatique, mais en fait, c'était une deuxième passion que j'avais de mon côté. Donc, je suis parti faire un BTS SEO et puis une licence professionnelle administration système réseau. Et après, par la suite, je suis parti à Troyes, donc me spécialiser dans la cyber au travers d'un master. À l'UTT? À l'UTT, tout à fait, tout à fait. Ok. Et donc, ton master en poche, on relie bien à la réserve et puis après à la marine sur le vrai contrat. Du coup, pour comprendre, tu étais ingénieur sur des sujets informatiques, tu as postulé à un poste d'officier sous contrat spécialisé cyberdéfense. Oui. Alors, ça veut dire quoi, officier sous contrat spécialisé cyberdéfense? Et comment ça marche le recrutement sur ce type de métier dans la marine? Ok. Alors déjà, on va commencer par le premier point. Donc, à quoi correspond l'officier sous contrat? En fait, ça va être un mode, une voie de recrutement qui est proposée par les armées, où on va rentrer avec souvent un diplôme déjà type bac+5. Enfin, pour ma part, c'est le bac+5. Et où tu vas rester au sein de la marine, durant, moi c'est 8 ans, mais jusqu'à peut-être 20 ans. Voilà, ça c'est la voie sous contrat, qui est à décorrélée de la voie carrière, où tu rentres pour en faire toute une carrière. Ok, donc toi, tu n'as pas fait l'école navale, qui serait l'école des officiers de la marine au départ. Tu as fait ta formation, tu es rentré dans la marine après ta formation, donc ça c'est une possibilité qu'offre la marine. Et du coup, là, tu as dû être reformé. Comment ça marche? De ce qu'on a compris la dernière fois avec Amandine, il y a une formation une fois que tu rentres dans la marine. Donc la marine te recrute, te forme, et après tu ton poste. Oui, alors déjà, avant d'en arriver là, si tu veux, il y a plusieurs contrats qui sont offerts par la marine. Ça va de 1 an jusqu'à 20 ans, en passant par mon contrat qui est de 8 ans. Si tu veux, moi, j'ai choisi la voie spécialiste qui offre 8 ans de marine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette voie-là, tu y entres au travers d'une fiche de poste. C'est-à-dire que en postulant, au moment où tu postules, tu sais sur quel poste tu postules, quel lieu géographique, pour quel type de mission. D'accord. Dans mon cas, j'ai postulé sur la fiche de poste. J'ai été rappelé par le CIRFA et j'ai suivi un processus qui est assez classique qu'on peut retrouver dans le privé, à savoir un entretien RH. Ensuite, un entretien de spécialité avec moi, c'était mon commandant d'unité. Ensuite, je suis parti donc dans un centre de groupement de recrutement et de sélection où là, j'y suis resté 2-3 jours pour y faire des tests sportifs, des tests d'anglais, des tests psychotechniques, un entretien avec une psy. Une fois que toute cette phase a été positive, là, la spécificité, c'est que j'ai rejoint en premier mon unité avant de partir en école. D'accord. C'est-à-dire que j'ai rejoint mon unité pour y exercer en priorité ma spécialité. Puis, au bout de quelques semaines, je suis parti en école, donc à l'école navale, là où tu es mélangé avec toutes les autres promotions, toutes les autres voies, tous les autres officiers, types d'officiers. D'accord. Suivre une formation, là, pour le coup, très militaire où tu vas apprendre. Alors, pour le coup, c'est des choses que j'avais déjà vues à la réserve, mais pour qui ne connaît pas, tu vas y découvrir les grades, marcher au pas, enfin, la vie militaire, tout simplement, avant de retourner en unité. Et ce que j'ai compris quand on a préparé cet entretien, à la différence d'Amandine qui était là la dernière fois et qui nous disait que sa formation, elle avait été assez longue quand même et très spéciale, toi, tu m'as dit que tu avais eu une formation assez éclair. Tout à fait. Ma formation avait duré 2 à 3 semaines. Alors aujourd'hui, le format a changé, mais c'était 2 à 3 semaines, alors qu'effectivement, dans le cas d'Amandine, je crois qu'elle y était 1 an. Ouais. Ça va être un tronc de 6 mois, puis après, ils partent en mission Jeanne d'Arc embarquée pour choisir leur spécialité. Donc en fait, eux, ils entrent, ils ne savent pas forcément là où ils seront à la fin, ni dans quelle spécialité ils seront, alors que moi, tu as choisi d'abord ta spécialité et ton poste, et après, tu as eu ta formation. Exactement. Donc, suite à ta formation, qui était plus une formation sur le côté militaire,
Ouais. Tu es arrivé dans ton premier poste. Est-ce que tu Oui. nous expliques un petit peu ton premier poste, en quoi il consistait? Alors déjà, j'ai été recruté, donc effectivement, on parle de spécialisation cyberdéfense, mais mon vrai poste, en fait, je suis analyste en investigation numérique. Donc en gros, en quoi ça va consister? Si tu veux, on va faire le parallèle avec un peu de médecine légale, un peu de les experts, voilà, NCIS, tout ce que tu veux. Ouais, je trouve que c'est un peu ça quand tu me racontais. J'ai l'impression de voir un film avec le côté Ouais. scientifique qui essaye de comprendre le problème. Peut-être qu'on réexplique dans quel cadre tu interviens. Oui, tout à fait. Alors en fait, moi, je vais toujours intervenir dans un cadre déjà où il va y avoir un incident cyber qui se déclare. L'incident cyber va se déclarer. Pardon? C'est quoi un incident cyber? Alors, ça veut dire quoi? du coup, vulgairement, l'incident cyber, on va définir ça par des attaques qui utilisent des moyens informatiques afin d'atteindre une cible, un système d'information et venir impacter des capacités opérationnelles. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui ne peut plus utiliser un ordinateur, par exemple? Alors, là, du coup, il n'y a pas trop l'aspect opérationnel, mais si tu veux, pour partir un peu plus loin, et ça peut être un bateau qui ne peut plus avancer parce qu'il a plus de propulsion, parce que un code malveillant l'a impacté. Voilà. Ok. Donc, imaginons cette situation. On est sur un bateau. Il y a un problème lié à un code malveillant qui est arrivé. Là, on appelle Alexandre. On appelle Alexandre, ouais. Donc, on va appeler l'unité. Et là, il y a toute une phase qui va se déclencher. Pour faire assez simple, moi, je suis dans la partie cellule investigation numérique. Une fois que l'incident s'est déclaré, on va nous déployer afin déjà Alors, en amont de tout ça, l'unité va nous appeler, l'unité impactée, elle nous appelle, et elle nous dit, voilà, on a un incident, etc. Et nous, on va lui donner les premiers conseils afin de, on va dire, figer la scène. D'accord. Le périmètre est figé, la scène est figée. Nous, on va venir par la suite, afin de procéder à des prélèvements, on va aller récupérer tous ces cadavres là de machines qui sont impactées par un code malveillant. Donc c'est une scène de crime, on ne peut plus toucher. Vous arrivez, vous récupérez les éléments pour pouvoir trouver des solutions derrière. Tout à fait, d'où le terme figer la scène. Nous, le but en arrivant, c'est que rien ne soit, que les preuves ne soient pas altérées, qu'il n'y ait pas d'éléments supérieurs, qu'il n'y ait pas de surincident. Voilà, il faut que la scène soit telle que l'incident a eu lieu, que le témoin il soit encore là. Comme ça, nous, on arrive, on peut l'interroger, savoir un petit peu plus ce qui s'est passé, prélever les machines et les ramener chez nous afin de passer à une phase de dissection pour essayer de remonter la chaîne et de comprendre ce qui s'est passé. Ça ressemble vraiment aux experts, là, hein, avec un côté analyse. Et donc, du coup, le but, c'est de comprendre ce qui s'est passé et peut-être, en fait, d'une certaine manière aussi, pour derrière, après, faire en sorte que ça ne puisse pas se repasser, c'est ça? Tout à fait. Donc, au travers de l'analyse qui peut durer plusieurs semaines quand même, nous, on va pouvoir remonter sur quel jour, comment, quels moyens, par qui, quand c'est possible, mais c'est surtout quel moyen, et puis par la suite, on va pouvoir effectivement proposer des solutions de remédiation pour que l'incident, par la suite, ne revienne pas. Voilà. Et aujourd'hui, les éléments techniques apportés. Tout à fait. Et donc, du coup, vous pouvez aussi être embarqué pour faire ce genre de choses. Tu me disais qu'il y avait des personnes qui étaient, par exemple, sur le Charles de Gaulle, pour être là en cas de problème et pouvoir réagir directement. Alors, dans le cadre, effectivement, dans le cadre de nos fonctions au quotidien, on peut être amené à faire des embarquements plus ou moins longs ou, comme le cas du Charles de Gaulle, une mission assez longue de 4-5 mois. Alors, avec un rôle, effectivement, là, en tant que conseiller cyber, mais pour être le premier point, quand le bâtiment il part loin, si tu veux, effectivement, en termes de réactivité et de projection sur place, à moins qu'il y ait un jet ou un hélico qui nous attende pour y aller, mais qu'il y a déjà un point de contact qui est sur place, qui va pouvoir nous apporter les éléments et qui connaît quand même le domaine et ce qu'il va falloir faire. Donc, on va pouvoir accélérer le processus dans le cadre où il y a vraiment un impact très fort. Ok. Vous êtes combien dans ton équipe à faire ça? Alors, dans mon équipe, aujourd'hui, quand on travaille, on est 4. Voilà. On est 4, chacun des compétences techniques. Je suis malgré que, bien que j'ai les compétences techniques aujourd'hui, étant officier, je gère également la partie un peu plus haute qui est de prioriser les éléments à aller chercher, comment les chercher, sur quel support. Super. Et ce que tu me disais justement, c'est qu'aujourd'hui, tu as un rôle d'officier où tu manages aussi, tu encadres des personnes, mais tu gardes quand même
des choses assez opérationnelles et c'était quelque chose que tu aimais bien justement que tu. Alors effectivement, quand je suis entré, par ce côté spécialiste, j'ai encore cet aspect technique dans lequel je vais mettre les mains pour aller chercher les preuves et que j'aime beaucoup et que j'ai envie de conserver. Tôt ou tard, je ne pourrai plus en faire. Hein, ce sera lié effectivement à mes fonctions, mais au plus je peux continuer, au mieux c'est pour comprendre les besoins, est-ce qu'on peut demander aux gens qui sont sur le terrain en termes d'investigation numérique et d'éléments à aller rechercher. Bon, je vois qu'on a plein de spécialistes qui mettent plein de messages sur le chat, donc c'est bien, ça veut dire que ça parle à plein de personnes ce que tu fais. D'accord, super, oui. Est-ce que tu peux peut-être nous parler, alors c'était ta meilleure expérience en équipage tout à l'heure, de cette aventure un peu folle que tu as vécue avec l'équipe de France. Alors, nous expliquer peut-être ce que c'était, ce que tu as été amené à faire. Alors, ouais. Et dans quel cadre ça s'est passé, qu'est-ce que tu as vécu Alors, ok, donc l'exercice déjà s'appelle Lock Shield, c'est un exercice dans OTAN, c'est un exercice OTAN qui est géré par l'OTAN, où en fait la plupart des nations de l'OTAN vont s'affronter dans un exercice de type Blue Team, Red Team. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, mais pour les autres, en fait, ça va être une attaque. Enfin, toutes les équipes, toutes les nations OTAN vont défendre leur périmètre, un périmètre informatique qui est composé de réseaux d'eau, de réseaux électriques et d'un parc informatique. Et toutes ces équipes vont subir des attaques venant d'une équipe rouge qui se situe en Estonie. Le but, au bout de 2 semaines d'exercice, c'est que l'équipe, enfin la nation du coup, ayant perdu le moins de points, donc ayant subi le moins d'attaques, gagne l'exercice. Voilà, tout simplement. Donc moi donc là pour le coup j'étais intégré aux techniciens, à la partie technique, et voilà. C'est 2 semaines en fait où c'est vraiment c'est intense parce que tu arrives sur les technologies que tu ne connais pas forcément, puis en face, tu sais que tu as des interactions avec l'équipe rouge. L'équipe rouge te surveille. Des fois, tu ne sais pas qu'elle te surveille, mais tu sais qu'elle te voit en tout cas. Elle voit les moyens de défense que tu mets en place. Elle voit que tu essayes de trouver les petites vulnérabilités, les petits logiciels qu'eux essaient de mettre en place, jusqu'au jour où ça se déclenche et que tu reçois les premières attaques et que là, tu te dis, bah mince, j'étais pas prêt à ça. Et tu subis. Voilà. Mais c'est super formateur. Et on ressort vainqueur. Et en plus, la France a gagné, et tu me disais que c'était la première fois que la France gagnait. Et c'était la première fois que la France gagne, et je pense que c'est lié à ma participation, en fait. Je pense aussi. Je pense que si tu n'avais pas été dans l'équipe, ça ne se serait pas passé, le scénario de la même manière. Tout à fait. Non, mais déjà, félicitations, parce que c'est une super aventure. Et tu m'as parlé d'un embarquement aussi à cette occasion et du fait que vous étiez plusieurs. Enfin, ce qui était intéressant dans cet exercice aussi, c'est que ce n'était pas un exercice uniquement marine, c'est un exercice auquel vous avez pris part. Tout à fait. Donc, c'est pas un exercice marine, c'est un exercice qui est organisé par l'OTAN. Et donc, il y avait une équipe de spécialistes cyber français qui était composé d'environ 50 personnels, tous issus de milieux différents, donc des gens de la marine, des gens de l'armée de terre, de l'armée de l'air, mais également des civils de l'ANSSI et d'autres personnes d'Orange, donc une boîte privée, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, c'est un mélange de plein de spécialistes aux compétences diverses et variées françaises, et c'est une victoire collective en fait, hein, tout simplement. Si on revient à ton poste et à ce que tu fais au sein de la Marine nationale, on a parlé tout à l'heure d'une personne qui était dans la même promo que toi, qui est partie 5 mois sur une mission sur le Charles de Gaulle. Oui. De ton côté, tu peux nous parler un peu des missions que tu as été amené à faire en mer ? Oui, alors, effectivement, ma spécialité de base, c'est l'investigation numérique, là, à terre. En mer, je suis parti en mer plusieurs fois. Mon dernier embarquement a été, encore une fois, dans le cadre de l'OTAN. C'est quelque chose qui a pas mal été diffusé. C'était l'exercice Dynamic Mariner 2020. Qui visait à qualifier la France pour sa prise la France et surtout la marine, la composante maritime française, pour sa prise de fonction en 2021 de l'alerte rapide maritime. Donc moi à bord, j'étais embarqué en tant que donc le terme c'est Cyber Warfare Coordinator. Donc j'étais là pour en gros coordonner la lutte cyber au sein de toute la force embarquée.
il y avait environ une trentaine de bâtiments à la mer et j'étais le point de contact cyber pour leur donner les directives en cas d'incident cyber. Voilà, comment faire, comment gérer, piloter tout ça, et puis, in fine, remonter toutes les informations à l'OTAN et à l'amiral. Super. C'est quoi la suite pour toi, Alexandre ? Alors, là, mon contrat actuellement est de 8 ans. Si déjà, premier point, donc contractuellement, je vais essayer effectivement d'aller encore plus loin dans ce que je fais, parce que ça me plaît tout simplement. Hein. Donc, essayer d'aller au-delà des 8 ans. Et ensuite, au-delà de ça, d'un point de vue purement métier, ce serait de continuer. Alors là, je suis encore là pendant 2 ans, mais après, ce serait de partir sur des postes un peu plus haut à Paris peut-être ou à Rennes, tout simplement parce que dans le cadre de mon poste, j'échange avec beaucoup d'autres unités cyber qui sont souvent au-dessus. Donc, nous, on fournit ce travail. Des fois, on a ce retour et on sait que ça part jusqu'à Paris, jusqu'à beaucoup plus loin. Mais ce serait d'être de l'autre côté et de savoir en fait ce qui se passe, tout simplement. OK. Et donc, mais de rester spécialisé dans la cyber, tout simplement. Voilà. Oui, parce que ça, c'est ta spécialité et c'est ce que tu sais faire. Donc après, il y a en effet des moyens de progresser et de progresser en grade aussi. Hein. C'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, effectivement, je suis enseigne de vaisseau, j'ai 2 galons. Dans 2 ans, je serai lieutenant de vaisseau, j'en aurai 3. Et effectivement, l'armée te propose tout au long cette évolution en grade. Peu importe que tu rentres officier, pas officier, hein, cette évolution est vraie pour tous. Et donc, petit à petit, tu as les fonctions qui vont être liées à ce grade. Voilà. Et les responsabilités aussi. OK. Je vais proposer de changer un peu les règles du jeu parce que mon équipe me dit qu'ils sont assaillis de questions et que les personnes sont hyper actives et hyper intéressées par ce que tu dis. Donc, je propose de prendre un peu moins de temps que ce qu'on avait prévu pour tous les deux et puis d'aller aussi sur les questions. La dernière question que je pose généralement avant d'enchaîner, c'est on vit dans un moment qui est un peu un moment compliqué avec la crise. Il y a pas mal de jeunes qui se posent des questions sur leur avenir, sur les opportunités. Alors, on a bien compris que la marine continuait de recruter. Puis, je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'énormes opportunités autour de tout ce qui est cyber. C'est quoi le petit conseil que tu donnerais aux jeunes qui sont là et qui nous écoutent liés au contexte actuel et à la période avant justement qu'on puisse enchaîner sur la partie question? Alors, et qui voudraient s'engager, c'est ça? Potentiellement, ça peut être aussi ton conseil, engagez-vous, je ne sais pas. C'est quoi toi ton conseil ou quelque chose que tu as envie de partager avec les jeunes qui peut-être se posent quelques questions en ce moment sur… Alors, d'une manière globale, que ce soit la marine ou pas la marine ou autre chose, s'il y a quelque chose que vous voulez faire, un objectif que vous voulez atteindre, ce serait donnez-vous les moyens. Alors, effectivement, on n'a rien sans rien, mais si on s'en donne les moyens, on finit toujours par atteindre ce qu'on veut et que parfois, il faut prendre des risques. Voilà, il faut prendre des risques, ça paye ou ça paye pas, mais dans le cas où ça paye pas, on se relève et puis on continue pour tout simplement faire ce qu'on veut faire. Voilà. Ok, donc on prend des risques, on y va, on y croit et ça vient quoi. Exactement. Ça paye. Tôt ou tard, ça paye. Ça paye. Et ça paye. Parfait, j'aime ton optimisme. Du coup, j'ai quelques questions. Alors, je voulais m'excuser parce que j'ai pas fait les choses comme il fallait tout à l'heure. J'étais tellement impatiente que Alexandre me rejoigne pour partager avec vous son expérience et son parcours, que j'ai oublié de vous dire que c'était bien quand vous posez les questions de nous donner un peu de contexte et donc de nous dire au-delà de votre prénom en quelle année, quel cycle univers, enfin quel type d'études vous faites, à quel endroit, etc. Donc je ne vais pas avoir, comme il y a plein de questions qui ont été posées avant que Marion complète l'information incomplète que je vous avais donnée. Du coup, je n'ai pas énormément d'éléments sur les différentes personnes, mais je vous encourage sur les nouvelles questions que vous posez à mettre tout ça en avant. On va commencer par des questions qui ont trait à ton parcours, Alexandre. Il y a Raphaël qui demande si tu peux rappeler les études que tu as suivies pour obtenir ce poste. Et tu vois, il y a 19 autres personnes que lui qui sont intéressées par cette question. Donc, je pense que c'est important de peut-être réexpliquer l'UTT, mais voilà, ton parcours pour…
Alors, effectivement, voilà, je suis pas arrivé à l'UTT du jour au lendemain. Alors, après mon bac S, donc je suis parti en médecine et après, je me suis réorienté en BTS. J'ai fait un BTS qui s'appelle BTS SEO, donc c'est Service informatique aux organisations. C'est un BTS, donc 2 ans. Et au cours de ce BTS, je me suis spécialisé dans la voie SISR. Donc, en gros, c'est la spécialisation administration système réseau. Ensuite, je suis parti en licence pro. Donc, une licence pro, administration et sécurité des réseaux, c'est ni plus ni moins que la continuité du BTS. Hein, donc, j'ai appris de nouvelles choses, mais c'était déjà assez complet d'un point de vue BTS. Et la spécificité de cette licence pro, donc je l'ai faite à la Garde, à l'Université Sud Toulon-Var, c'est que cette licence pro embarque également des marins. Parce qu'en réalité, cette licence pro enfin, les marins qui viennent faire cette licence valident, eux, ce qu'on appelle le brevet de maîtrise. Donc, c'est un niveau, en fait, un cap qu'eux doivent passer afin de monter en spécialité et en grade. Donc, c'est également là que j'ai eu affaire à discuter avec des marins et qu'ils ont pu me faire partager un petit peu leur expérience et ce qu'ils faisaient. Et j'avais également des profs marins. Ok. Et c'est suite à ça que tu as été à l'UTT ? Voilà, j'ai réussi par la suite, en étant relativement bien classé à cette licence pro, à partir à l'UTT, donc qui est une école d'ingénieurs, mais qui fait des masters. Donc, j'ai eu un recrutement sur dossier, il me semble. Et puis, je suis parti à l'UTT faire mon master pendant 1 an et demi, le dernier semestre étant dédié au stage. Voilà, au stage. Et la petite spécificité de faire un master au sein de l'école d'ingénieurs, je pense que c'est propre à toutes les écoles d'ingénieurs, c'est qu'à la fin, il y a ce fameux niveau d'anglais qu'il faut valider, que tous les étudiants en école d'ingénieurs doivent connaître, notamment, par exemple, au travers du TOEIC, le score minimum. Voilà. Donc, il faut le garder en tête. Ok. Lié à ça, on a 2 questions de Yanis et David par rapport à l'UTT. Donc, qu'as-tu pensé de la spécialité cyber de l'UTT comparé à ce qui se fait d'autres en France ? Et David qui commence son master en cyber à l'UTT et qui dit quels étaient les points positifs et négatifs selon toi ? Alors, l'UTT, ça remonte à il y a 5 ans. Ouais. Je ne sais pas si le programme est toujours le même, mais alors pour le coup, je me souviens plus des questions. Est-ce que tu pourrais répéter ? Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de la spécialité cyber de l'UTT ? Est-ce que par rapport à ce qui se fait d'autres en France, est-ce que toi, tu as été satisfait de tes études et quels seraient un petit peu les points positifs et négatifs de tes études ? À l'époque où j'ai postulé à l'UTT, de mémoire, il n'y avait pas non plus 10 000 formations cyber qui se faisaient en France. Et pour ailleurs, je n'ai fait que l'UTT, donc je ne pourrais pas juger pour les autres formations. Pas de souci. Après, pour l'UTT, moi, j'en garde de très bons souvenirs, une très bonne expérience d'un point de vue programme. Alors, effectivement, pour ce master SSI, il est beaucoup plus axé sur de la gouvernance que de la technique. La première année est une année de tronc commun, donc forcément, on va passer par des cours de maths, de systémique, etc. Mais en deuxième année, on est vraiment plongé au cœur de la cyber, on ne fait que ça. Et voilà, moi, j'en garde de très bons souvenirs. C'est ce qui, par ailleurs, m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, d'avoir un emploi directement à l'issue, un stage, puis un CDI direct, et d'être là aujourd'hui, quoi. Voilà. On a une question qui est très votée aussi, c'est la question de Kamel qui dit « Mais pourquoi la marine plutôt que l'armée de l'air ou l'armée de terre » puisque Très bonne question. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a fait que ton choix a porté sur la marine ? Ouais. Alors, déjà, un côté, c'est très subjectif. Alors, moi, je viens du Sud-Est, je viens de Toulon, donc déjà, j'ai baigné toute ma vie dans le bassin méditerranéen, donc avec des amis ou des connaissances qui font partie de la marine. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qu'il faut savoir par rapport… Alors, ça, c'est propre à la cyber, à la technique et à ce qu'on veut faire, mais la marine est la seule armée où on va pouvoir, ou du moins au travers de l'unité dans laquelle je suis, donc le centre de support cyber, qui est une unité marine, on va pouvoir exercer donc pour toutes les composantes de la marine, à savoir les composantes de surface, les bâtiments de surface, tout ce qui peut être aviation et la partie sous-marine. Sans oublier effectivement la partie fusilier et commando qui sont à terre. Mais du coup, la marine est la seule à permettre d'évoluer dans la cyber sur toutes ces composantes, quoi. Voilà, tous les milieux de lutte. Top. Voilà.
C'est Célian qui demande quelles sont les formations que tu as exercées au cours de ton parcours, j'imagine en interne dans la marine, et quelles sont les langues que tu utilises au quotidien? Alors, pour les parcours, déjà, quand je suis rentré dans la marine, la voie de recrutement dans laquelle j'ai été, tu es considéré comme spécialiste déjà. Donc, normalement, tu arrives et tu as déjà les compétences pour être autonome dans le milieu, dans ta spécialité. J'ai pas forcément suivi plus de formations en interne qui m'ont amené à avoir plus de compétences dans mon domaine. Mais à la base, je suis pas développeur, par exemple, et j'ai pu avoir des formations de dev. Voilà. Top. Et pour les langues, excuse-moi. Alors, oui, pardon. Et pour les langues, au quotidien, je travaille en français. Ouais. Sauf quand je suis dans le cadre OTAN, là, c'est tout en anglais. Top. Et c'est quelque chose que tu maîtrisais en arrivant ou Alors, quand tu arrives, t'as toujours, tu sors avec ton niveau d'anglais que tu as en école. La seule petite chose qui m'a gêné au début quand tu arrives à l'OTAN, c'est le langage anglais opérationnel, quoi. Ça, tu l'as pas forcément. Pour autant, tu apprends sur le tas et ça s'est très bien passé. Ça se passe très bien. Top. Alors après, on a plein de questions de Alexandre sur ton métier. Alors, je ne sais pas si c'est le même Alexandre ou si oui, en fait, je me pose les questions moi-même. C'est comme ça, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Quelles sont la première qui est le plus votée, c'est quelles sont les conditions d'accès à ton poste en termes de diplôme. Donc, est-ce qu'il fallait avoir un bac plus 5 en informatique pour prétendre à ton poste? Alors ça, je n'ai pas mémoire. Je sais que pour être officier sous contrat spécialiste, le minimum, c'est le bac plus 3, mais tu rentres quand même en tant que spécialiste. Donc, pour moi, j'avais un bac plus 5, donc j'ai un bac plus 5 et j'ai eu les entretiens techniques qui allaient avec la spécialité. Mais au-delà de ça, je peux pas répondre davantage. Je pense que c'est propre à chaque poste quand même, quoi. Le SRM peut-être, pourra répondre. On va répondre tout à l'heure parce qu'il y a plein de questions sur le recrutement aussi. Donc on reviendra un petit peu, sur ces sujets tout à l'heure. Oui. Pareil, il y a des questions là qui se chevauchent un peu entre le poste et qui sont des questions très recrutement. Donc je les prendrai tout à l'heure dans la partie recrutement. Il y a Charles qui demande qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton travail et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Alors, ce que j'apprécie le plus dans mon travail, déjà, c'est cet échange que j'arrive à avoir, même si je suis officier. Je travaille avec des officiers mariniers, tout comme d'autres officiers. Moi, je suis arrivé avec mon bagage technique spécialiste et eux pour la plupart, ils ont plus de 10 ans de marine. Ils ont cette expérience opérationnelle et des systèmes que je n'ai pas. Et en fait, on arrive en travaillant ensemble à créer cette allez, on va utiliser le terme synergie pour voilà, in fine, rendre un travail commun où d'un côté, tu mélanges les compétences opérationnelles des uns et puis de l'autre, compétences techniques. Compétences techniques qu'ils ont aussi, hein, mais voilà, on arrive à échanger sur tout ça, quoi. On a une question d'Élodie qui demande si la cyberdéfense est alliée avec la DGSE, la DGSI ou la DRSD. Alors, en fait, je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'elle est alliée? Ouais, est-ce que vous travaillez, j'imagine que c'est ce que Élodie voulait dire. Est-ce que vous avez des liens avec la DGSE, la DGSI ou la DRSD, ou est-ce qu'eux-mêmes ont leurs propres équipes cyberdéfense et du coup, il n'y a pas de lien qui est fait entre vous? Alors, je ne pourrais pas répondre à cette question. Ok. Très bien. Il y a Nathan qui est ingénieur aux mines Nancy et qui me dit à quelle fréquence êtes-vous mobilisé pour de vraies attaques? Pareil, hein, s'il y a des choses qui sont trop… pareil, là, effectivement, je ne pourrais pas répondre à cette question. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on avance. Est-ce que tu as… J'essaye de trouver d'autres questions. Désolée par rapport aux éléments aussi qui me sont remontés. Et par rapport aux questions auxquelles tu pourrais être amené à répondre aussi. Pour voir. Alexandre qui demande des possibilités d'évolution de carrière depuis ton poste. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu veux… Ouais, je peux redire, en fait. Ce que tu peux faire derrière? Alors, au sein de… Alors,
alors, j'imagine qu'il parle purement dans la marine, hein, mais déjà, tout militaire va monter en grade. Pareil, si tu veux, les affectations, moi j'y suis, les affectations, là dans mon cas, 2-3 ans, quoi. Par la suite, après, tu peux changer d'unité. Donc, déjà, tu vas monter en grade, donc tu vas prendre des responsabilités, tu peux changer de fonction. Et après, tu peux également, en changeant de poste, tu choisis un poste sur lequel tu veux faire peut-être, je sais pas, si d'abord tu faisais de la technique, si tu veux faire de la gouvernance, arrêter la technique, tu peux très bien partir sur un poste où il y a de la gouvernance. Voilà. Mais dans tous les cas, cette évolution, elle est automatique en fait. Tôt ou tard, tu vas forcément évoluer. Je ne sais pas si ça répond à la question. Non, mais c'est très, 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 très bien. Il y a une question, alors j'arrive plus à retrouver exactement comment elle a été postée, et j'ai pas forcément de nom à associer, mais on n'en a pas parlé exactement tout à l'heure, mais quand on avait fait la préparation, tu me disais qu'avant de rentrer dans la marine, tu avais un poste dans le privé, dans le même domaine aussi. Alors, j'étais dans la cyber, mais je n'étais pas du tout dans la même spécialité. Ouais, mais tu étais dans la cyber, dans le privé, et puis tu as décidé de rentrer dans la Marine nationale. Oui, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix de quitter l'univers privé pour entrer dans la Marine, et qu'est-ce qui a été déterminant pour toi? Alors, si tu veux, quand j'ai fait ma première expérience militaire, donc j'avais 18 ans, ça m'avait plu, et donc j'avais pour projet de toute façon, in fine, de finir voilà, dans les armées. L'expérience dans le privé que j'ai eue, en fait, c'était alors parce qu'à la suite de mes études, j'avais un stage à faire, et on va dire un peu par fainéantise, par facilité, voilà. J'avais ce stage dans le privé qui m'était offert, j'y suis allé, ça m'avait plu, mais donc j'y suis resté presque 2 ans, mais sauf que voilà, un jour, tôt ou tard, tu te fais rattraper par tes projets, par ce que tu veux réellement faire, et donc j'ai décidé tout simplement de quitter le CDI que j'avais pour m'engager au sein de la marine, en tant qu'officier sous contrat. Aujourd'hui, je regrette pas du tout. D'ailleurs, je suis très bien, et voilà, et j'en parle. Top, super. Du coup, je propose de passer sur des questions qui sont peut-être un peu plus liées au recrutement et qui vont faire le lien un petit peu entre les deux. Et du coup, si tu n'as pas la réponse, oui. N'hésite pas à le dire. Et puis, en effet, on a la chance d'avoir avec nous des personnes du service de recrutement de la marine qui, du coup, prendront la main un petit peu dans le chat pour donner des éléments complémentaires que j'irai lire pour les partager un petit peu avec tout le monde. La première question qui est la plus likée, c'est celle de Nicolas, qui demande: est-ce que tu peux nous renseigner sur les étapes de sélection physique, psychotechnique, linguistique, mais également le grand oral devant jury? Alors, donc il n'y a pas de grand oral devant un jury. D'accord. Je vais reprendre le process du début. Donc, une fois que j'ai postulé sur êtremarin.fr, j'avais postulé sur la fiche de poste. J'ai eu à déposer mon CV et ma lettre de motivation. J'ai été recontacté assez rapidement par le CIRFA. Et je me suis déplacé pour y faire le tout premier entretien, donc l'entretien RH, où on m'a posé des questions sur mes projets, mes motivations, et puis un petit peu de connaissances, voilà, sur le milieu de la marine, voilà, quand même. Ensuite, je suis parti faire mon entretien avec mon entretien, on va dire, unité, mon entretien donc technique, où, alors là, c'est mon entretien de spécialité en fait, ça va dépendre de chacun, mais du coup, moi, pour mon cas, c'était des entretiens techniques sur voilà, mes connaissances dans le domaine de l'investigation numérique, comment je voyais la chose, des outils que j'utilisais, mes process, voilà. Une fois que cet entretien a été terminé, quelques jours, quelques semaines après, je suis parti donc en GRS, donc groupement de recrutement et de sélection, où j'ai eu à faire, donc là, j'y suis resté 2-3 jours sur place, donc il faut dormir sur place, on reste sur place, là, c'est notre première immersion, on va dire, dans un régiment, milieu militaire, et là, j'y ai fait donc des tests de sport, le sport de mémoire, donc rien d'insurmontable, c'est pas des sélections force spéciale. D'accord. Des tractions, un parcours de mobilité où il va y avoir il faut sauter dans des cerceaux, etc. C'est un parcours et un luc léger. Un luc léger.
À l'issue, j'ai eu un test d'anglais. Donc, c'est des tests informatisés d'anglais. Donc, voilà, il faut remplir c'est des trucs à trous, il faut remplir. Ensuite, l'entretien psy, donc un entretien, ce qu'il y a de plus classique, hein, voilà, où il s'agit d'être honnête et puis répondre aux questions de la psy. Et enfin, un test psychotechnique où ça va s'apparenter donc c'est informatisé encore une fois, où il va y avoir des petits dominos, c'est de la logique, et la difficulté va être croissante en fonction du niveau dans lequel on se trouve, tout simplement. Okay. Mais rien d'insurmontable. Franchement, en faisant un peu de sport, en s'entraînant, tout est possible. Top. Il y avait une question qui était posée aussi sur savoir est-ce qu'il y a des moyens de s'entraîner pour justement être sûr d'avoir alors pas sur tellement la partie physique, tu l'as dit, j'imagine que ça va, mais c'était une personne, Marine, qui disait comment réviser un concours d'officier en externe. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à réviser réellement? Alors, déjà, on ne peut pas parler à proprement, enfin, on ne peut pas dire que ce soit un concours, en fait. Il n'y a pas de, il n'y a pas une notation, et puis on ne prend pas les 20 premiers, par exemple. Et pour le reste de la question, là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir y répondre parce que je n'ai pas fait de concours externe. Voilà, tout simplement. Pas de souci. On a une question qui en revient beaucoup. C'est sur les durées d'engagement. Et il y a 2 ou 3 questions sur le sujet, sur le salaire. Alors, je ne te demande pas ton salaire du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais peut-être si le SRM veut compléter quelques éléments sur le sujet, peut-être que toi, tu peux nous parler des différents sujets liés aux durées d'engagement. Alors, moi, je peux parler pour mon cas, effectivement. Donc, dans ma voie qui est donc officier sous contrat état-major, donc comprendre spécialiste derrière, mon premier contrat est de 4 ans. Et je peux demander, à l'issue des 4 ans, si je veux continuer, je peux continuer. Je demande effectivement à aller plus loin jusqu'à la limite de 8 ans. Et si je veux m'arrêter au bout de 4 ans, je m'arrête au bout de 4 ans. Voilà. Ok. Alors, je vois que Noémie du SRM répond et que donc, du coup, il y a bien un grand oral dans certains cas qui a pour objectif d'évaluer le potentiel du futur officier et spécialiste. Donc, ce sont des questions de culture générale, de géopolitique, des questions techniques avec des mises en situation. Donc, désolée, j'avais pas vu ce retour. Donc, merci pour ces précisions. Et donc, du coup, apparemment, il y a aussi des cursus de recrutement qui vont être différents entre différentes spécialités. Donc, voilà. Et donc, du coup, on a justement des personnes qui posent les questions parce qu'eux-mêmes sont dans un process pour être officiers sous contrat dans des spécialités particulières où il y a bien un oral devant un jury. Donc, c'est top en tout cas que ce soit interactif aussi et qu'on puisse avoir les retours de différentes personnes sur le sujet. J'enchaîne les questions. Donc, on a une question, peut-on passer d'officier sous contrat à officier de carrière? Tu disais justement que c'est ce que toi, tu as envie de faire et que tu as envie... Ouais, c'est dans mes objectifs. C'est dans mes objectifs. Donc, c'est tout à fait possible de changer, de ne plus être officier sous contrat, mais d'être officier de carrière. Et là, ça passe comment? C'est un dossier à déposer, tu m'expliquais? Alors déjà, dans ma voie d'officier sous contrat état-major, je peux déjà demander à passer sur une voie officier sous contrat OPS, donc beaucoup plus long, partir sur 20 ans. Ensuite, l'autre possibilité encore, effectivement, c'est de demander à être activé, donc pour devenir carrière, quoi, hein, entre guillemets. Et donc, ça, c'est des sélections en interne, et c'est dans mon cas, c'est des sélections sur dossier. Et merci Nicolas de m'expliquer en fait, peut-être pour tout le monde d'ailleurs, hein, parce que il y a peut-être des personnes qui ne sont pas spécialisées. Donc il y a différents types d'officiers sous contrat. Et donc EM, ça voulait dire état-major, et OPS, c'est opérationnel. Donc merci Nicolas pour ta contribution. J'enchaîne encore dans les questions. Je ne sais pas si tu pourras répondre, mais Noémie pourra sans doute nous aider. Est-ce que la marine recrute des stagiaires dans le domaine de la cyber? Si oui, comment est-ce qu'on peut candidater? J'imagine que c'est une personne qui est en master spécialisé en 4e année et qui est actuellement en recherche de stage, qui s'appelle Hugues, qui nous pose la question.
Alors, je vais laisser la main à Noémie, du coup, pour qu'elle puisse répondre à cette question. D'accord. Alors, Noémie, je suis preneuse de ton retour. Est-ce que la marine propose des stages? Ok, j'enchaîne avec une autre question et puis on reviendra prendre la réponse à cette question tout à l'heure. Pareil, une autre question de Thomas. Est-ce que la marine propose des stages de fin d'études niveau Bac plus 5-6 dans ce domaine? Au SSC, par exemple. Alors, moi, je sais qu'il y a des contrats d'1 an, généralement, qui sont possibles, puisque là, on parle de fin d'études. Pour tout ce qui est... je ne sais jamais si on dit VOA ou VAO, donc je m'excuse. C'est VOA. VOA. C'est les contrats de 1 an, oui. Exactement. Est-ce que tu sais si dans le domaine cyber, il y a des VOA? Pas à ma connaissance. Je sais que les VOA, il me semble que c'est également des fiches de poste qu'on retrouve sur êtremarin.fr. Mais encore une fois, je préfère laisser la main aux spécialistes pour répondre à ça. Alors du coup, pour les stages, il y a un seul site à aller voir, c'est stages au pluriel.défense.gouv.fr. Et donc, n'hésitez pas à aller voir. Et donc, Noémie, tu peux en effet répondre directement dans le chat, puisque sur les questions, vous n'y avez pas accès. Ça crée de nouvelles questions. Du coup, j'enchaîne aussi. On nous pose des questions sur les tests d'anglais. Alors, pardon. C'est un oral en anglais ou est-ce que c'est que du écrit? Alors, dans mon cas, ça a été de l'écrit seulement, des tests d'écrit. Super. On pose des questions aussi sur les perspectives d'évolution en tant qu'officier sous contrat spécialisé en France, à l'étranger ou en embarqué. C'est Thibaut qui pose cette question. Alors, en fait, en France, à l'étranger ou embarqué, en fait, la perspective d'évolution est liée à ton statut de militaire. Donc, tu vas monter de grade et puis, on en revient, tu sais, à la première question, voilà, qui était tout ce qui est carrière, mais ça va être lié principalement à l'évolution en grade. Que tu sois à terre, en embarqué ou à l'étranger, tu évolues de la même manière. Mais tu as des possibilités d'évoluer aussi en dehors de la France et à l'étranger. Tu me parlais, je crois, justement, dans tes projections. Si on prend le cadre de l'OTAN, sauf si tu choisis. Oui, l'OTAN est implanté un peu partout, donc tu peux être amené à exercer au sein de l'OTAN, je sais pas, en Angleterre, aux États-Unis, voilà. Top. D'ailleurs, je crois que sur la plateforme Major Blessings, vous avez des officiers, alors peut-être pas cyber, hein, mais qui sont sur des bateaux aux États-Unis et qui sont justement qui ont continué dans des missions à l'étranger. Donc, n'hésitez pas aussi à aller échanger avec eux. On nous demande si le test d'anglais est différent du TOEIC. Alors, oui, parce que le TOEIC, de mémoire, il y a une phase orale et puis de l'écrit. Et là, en fait, il n'y a pas d'oral. Là, c'est que de l'écrit. Et à la fin, il n'y a pas de score et puis on ne ressort pas avec un certificat. Hein. C'est vraiment pour le test d'écrit, c'est pour évaluer notre niveau d'anglais, tout simplement. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton environnement de travail? En fait, est-ce que tu as plus de précisions sur… Non, c'est Alexandre qui pose cette question, mais j'imagine qu'il veut savoir, toi, dans ton cas, tu es souvent à terre, de temps en temps… Vous êtes une grosse équipe, vous êtes basé dans le sud, voilà, je pense que c'est un peu comme ça. Alors, mon environnement de travail, effectivement, là, je suis à Toulon, j'ai la rade qui est à 100 mètres, donc j'ai une belle vue sur la mer. Après, au-delà de ça, est-ce que j'embarque souvent? Alors, ça va dépendre des missions. Hein. Ça va dépendre des missions. Là, là, j'entame ma 3e année. Chaque année, à peu près, je suis parti 1 à 2 fois en mer, pour des missions. Et puis voilà. Je suis désolé de ne pas pouvoir être plus précis, mais… Non, mais t'inquiète pas, on comprend que ton sujet est sensible. Donc, déjà, merci de partager avec nous ce que tu peux. Et c'est super. Je reviens sur la réponse de Noémie sur les durées de contrat des officiers. Donc, on a le VOA en volontariat officier aspirant, c'est 1 an. On a ce qui est OSCEM, donc officier sous contrat en état-major, c'est 4 ans. Et après, on a les OSM ou les OMSC, donc les officiers spécialisés de la marine ou les officiers de la marine sous contrat. Et là, on est sur du 8 ans.
Et vous pouvez avoir des informations complémentaires sur le site, j'imagine, êtremarin.fr. On approche de la fin, donc je continue de descendre les questions. Est-ce que c'est facile de concilier ta vie professionnelle et ta vie de marin? Alors, j'ai bien envie de dire que ça va dépendre en fait de l'unité, voilà, dans laquelle on se trouve. Il est évident que étant embarqué, c'est différent d'avoir un poste à terre. Après, dans les faits, je reste militaire, donc je suis voilà, je reste assez souple sur mes horaires, mais moi aujourd'hui, j'ai pas de difficulté particulière à allier ma vie privée et ma vie professionnelle, quoi. Il faut réussir. Bon, je pense que c'est partout pareil, mais il faut réussir à s'accorder un droit à la déconnexion entre guillemets pour voilà, faire autre chose, profiter de sa vie privée et puis revenir le lendemain au boulot en étant en forme et puis prêt à voilà, l'attaque. Mais voilà, pour revenir à la question, non, j'arrive à allier les deux sans difficulté. Top. On s'approche de la fin. Il y a plein de questions qui sont à peu près avec le même niveau de vote. Donc, c'est compliqué pour moi de savoir quelles questions je vais prendre. Mais allez, je vais prendre les questions d'une classe, puisqu'il y a 50 élèves qui posent une même question. Donc, c'est Elodie qui nous dit « Nous sommes un lycée professionnel avec des filières système numérique. Il y a 50 étudiants qui sont présents, issus RISC et SSIHT. Je suis désolée. Est-ce qu'ils sont bien placés pour devenir des cybercombattants marins ? Est-ce que ça te parle à toi, ça, Alexandre ? Je suis désolé, je ne connais pas du tout cette filière. Mais après, j'ai bien envie de dire qu'il n'y a pas de voie type pour être combattant numérique, quoi, si tu veux. La cyber, on peut l'apprendre au travers des études, de l'école, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi faire chez soi en autodidacte et apprendre tout simplement. Aujourd'hui, on a Internet offre plein de possibilités en termes d'apprentissage et de plateformes. Et il n'y a pas de voie type, quoi. Il n'y a pas une école type à suivre pour devenir combattant numérique. Tous les profils sont recherchés, toutes les spécialités sont recherchées, que ce soit de la technique, de la gouvernance. Donc, j'ai bien envie de dire, tout le monde est la bienvenue. Alors justement, Elodie précise qu'elle parle d'un bac pro réseau et alarme sécurité incendie. Et donc du coup, j'imagine qu'à l'issue, en effet, comme certaines personnes répondent, on peut enchaîner sur un BTS informatique qui permet de monter en compétences. Mais la marine recrute à plein de niveaux, donc c'est ça qui est voilà, super. Dans le passé un peu tout à l'heure, il y avait de matelot jusqu'à officier, donc j'imagine que oui. Et donc, du coup, je vais vous inviter à aller sur êtremarin.fr pour voir les différentes opportunités autour des différents métiers cyber. Et puis, d'échanger aussi avec les 230 et plus marins ambassadeurs qui sont présents sur Major Glacier. Merci, Alexandre, de t'être prêté au jeu. Merci d'avoir échangé sur des questions qui parfois n'étaient pas des questions que tu connaissais, mais je pense qu'il y avait énormément de personnes qui étaient là ce soir, qui étaient contentes de découvrir ton métier et les opportunités. Encore félicitations pour cette victoire de l'équipe de France qui sans doute n'aurait pas été gagnée sans ta présence. On en est tous ici convaincus. Merci de nous avoir permis de mieux comprendre ces aspects cyber. On a vu que c'était une spécialité sur lequel les armées investissaient beaucoup pour les années à venir. Moi, je prends beaucoup de plaisir à vous faire découvrir ces métiers. J'espère que vous aussi, avec nous, vous êtes contents de découvrir les différents métiers de la Marine nationale. On va laisser passer les fêtes. On va d'ailleurs vous souhaiter de très bonnes fêtes à tous. Et puis, on va reprendre pour un troisième épisode le 3 février. Donc, ce sera un nouveau mercredi, le 3 février. Donc, on a un petit peu de temps avec le lieutenant de vaisseau Geoffroy, qui est officier plongeur des mineurs au groupement de plongeurs des mineurs de Cherbourg. Et donc, du coup, vous voyez, encore quelque chose qui n'a rien à voir, une nouvelle spécialité de la Marine nationale. C'est un peu ça, la magie de la Marine.
C'est plein d'opportunités dans des milieux très, 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 très divers. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Je vais te laisser le mot de la fin, Alexandre. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que comme il y avait beaucoup de questions et peut-être des questions auxquelles on n'a pas tous pu répondre ce soir en direct, au-delà d'aller rencontrer les marins ambassadeurs sur Major Glacis, je prends l'engagement sur mon post de demain sur les réseaux sociaux où je vous partagerai aussi le lien du replay de l'exercice d'aujourd'hui, de vous mettre pas mal de réponses aux différentes questions que vous avez. Donc, je vais travailler avec le service de recrutement de la marine pour compiler quelques réponses. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à venir demain voir ces informations pour y répondre. Et donc, du coup, je vous rassure, Nolwenn, on ne prend pas que des officiers. On commence par les officiers, mais il y aura aussi des officiers mariniers. Il y aura aussi des matelots qui seront avec nous dans les prochains épisodes. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis, le mot de la fin, Alexandre, te revient. Merci d'avoir partagé avec nous tout ça. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Allez, très bien. Donc, déjà, merci à tous. Merci à toi, Émilie. Et dans le mot de la fin, je vais me répéter, mais effectivement, dans une période assez compliquée, peut-être que les plus jeunes parmi nous n'arrivent pas à se projeter. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit, si vous avez un objectif et que vous voulez l'atteindre, donnez-vous les moyens. Vous finirez par l'atteindre tout simplement. Tout travail mérite salaire, voilà. Top. Merci Alexandre. Voilà. Et pour répondre à Sandra, suivez-moi sur LinkedIn et puis vous aurez les informations et puis sur Major Glacis aussi. Donc demain sur LinkedIn, je poste la vidéo replay de cet épisode et puis j'apporte un maximum de réponses. On ne pourra pas répondre à tout le monde, mais on apporte un maximum de réponses avec le service de recrutement de la marine. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller rencontrer les marins ambassadeurs. Ils sont très nombreux, plus de 230 sur la plateforme, plein de métiers différents et puis du cyber aussi. Et puis, belle fête à tous et puis on vous donne rendez-vous en février pour l'épisode numéro 3. Merci encore Alexandre. Merci à vous tous d'avoir été très, très, très nombreux. Et puis, à très vite. Et puis, si vous me cherchez, Émilie Corchia, vous me trouvez sur LinkedIn, vous m'ajoutez et puis vous pourrez suivre tout ce qu'il faut. Voilà. À très vite. Merci. Au revoir. Merci.